Du coup, je vous fais bosser à nouveau dans le chat. Quelle est pour vous la clé d'efficacité dans la prise de rendez-vous? Il y a une clé qui est extrêmement importante et donc du coup, je vous laisse répondre en chat et puis Théo va modérer tout ça. Quelle est la clé d'efficacité selon vous pour une bonne prise de rendez-vous? À vous. Là, il devrait y avoir pas mal de réponses. Arwan qui parle de volume. Est-ce qu'on a d'autres propositions? En général, il y a toujours 10 secondes. Il y a toujours un petit Voilà, délai en exactement. préparation en amont. Après, ça vient d'un coup, là, ça vient en flot. La préparation en amont, ouais. Ciblage. Ciblage, qualité des informations données. Dominique parle de l'état d'esprit positif et également de volume. Jacques évoque le besoin, appelé lorsqu'il y a un besoin, une opportunité détectée. Céline précise qu'il faut préciser l'objectif. Ilona aussi parle d'objectif. Philippe parle du ton de la voix. Ok. On va garder en tête l'objectif qui ressort pas mal. Construire aussi, avoir un bon ciblage avec un bon pitch bien adapté, dit Johan. Ok. Bon, effectivement, moi, je suis d'accord avec tout, en fait. Hein. Je pense que Théo, tu confirmes. Hein, on est plutôt dans le mille. Le point qui est vraiment important, en fait, effectivement, c'est que la difficulté parfois quand on fait la prospection, c'est qu'il faut, et on le reverra tout à l'heure, je vais vous partager toutes les lois de temporalité et d'efficacité. Je vous ai fait une synthèse. En fait, il y a un point qui est très important, c'est qu'effectivement, il faut prendre, d'une part, il y a 3 temps, et il faut prendre en considération que ces 3 temps-là, ils doivent être distincts, parce que faut pas oublier qu'on est en train d'alimenter en piste le haut du funnel commercial. Le paradoxe, c'est que, étonnamment, en tout cas, nous, on le voit beaucoup, c'est que parfois, on va faire des centaines de kilomètres ou des dizaines de kilomètres ou passer 1 heure ou une demi-heure pour aller à un rendez-vous prospect, alors qu'en fait, on ne sait toujours pas s'il y a un besoin. 80% du temps, on ne sait pas s'il y a un besoin. On a juste obtenu un rendez-vous, ce qui est déjà génial. Et évidemment, on est tous toujours très heureux quand un prospect qu'on a ciblé, que ce soit un grand compte ou une PME, on est toujours content quand on a un go pour un rendez-vous. Ça, c'est généralement assez jouissif, c'est assez agréable. Et du coup, on a tendance à se dire, bah, je vais aller faire le rendez-vous en physique. Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé dans les dernières années avec la vente en visio. Mais il y a 2 écueils. C'est que puisqu'il y a beaucoup de volume, puisqu'on a tous remarqué, hein, je vous apprends rien, c'est qu'il y a plus de volume en haut du funnel qu'en bas. Mais il y a 2 paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on n'a toujours pas d'informations sur les besoins, donc on ne sait toujours pas probablement quel serait le panier moyen de la commande. Donc on peut potentiellement se déplacer pour un rendez-vous dans lequel en fait le panier moyen, le potentiel moyen du client est extrêmement faible. Donc ça pose une question, surtout si on a plus de volume et qu'on a une dizaine ou une vingtaine d'opportunités chaque mois et qu'on se déplace à chaque fois, on peut commencer à se dire est-ce que finalement c'est le canal le plus adapté? Donc on a un sujet qui est le point numéro 2, qui est dans beaucoup d'industries aujourd'hui, beaucoup d'offres de services, on peut avoir une phase de qualification qui se fait par téléphone ou en visio. Et c'est vrai qu'on a encore beaucoup de clients qui disent quand est-ce que vous venez me voir et voici mon adresse. Il se trouve qu'il y a une asymétrie de l'effort. C'est qu'un client, ça lui coûte rien de vous recevoir puisque lui, il est déjà dans son bureau. Vous, si vous le ramenez à la matinée ou à la journée, potentiellement, vous pourrez faire 1 ou 2 rendez-vous maximum quand vous pourriez en faire beaucoup plus par téléphone. Donc, il y a un sujet qui est de faire en sorte d'avoir un premier point de contact qui soit téléphonique ou en visio, idéalement. Et après, ça dépend des industries. Il y a toujours des exceptions, évidemment. Mais honnêtement, nous, sur les 150 clients qu'on accompagne, et donc dans beaucoup d'industries et d'offres de services différentes,
80% aujourd'hui sont passés sur des approches à distance. Et c'était vraiment pas le cas. C'était un tiers, même pas 20% il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on a 2 tiers de nos clients qui ont complètement fait évoluer leur dispositif commercial de qualification, l'étape numéro 2, à distance. Et puis, premier point, c'est que une règle importante, c'est qu'on doit faire de manière distincte le fait de prendre le rendez-vous et le fait de faire la qualification. Et on a beaucoup de commerciaux qui nous disent, mais puisque je l'ai au téléphone et qu'en plus la personne me dit qu'elle est disponible, pourquoi est-ce que je fais pas la qualification? Alors, il y a quelques métiers dans lesquels, si la vente est assez simple, assez transactionnelle sur des personnes peu disponibles, beaucoup dans le retail, les commerces, les activités libérales, parfois il faut mieux tout faire en 10-15 minutes parce que vous savez que ce sera très compliqué de les avoir. Mais de manière générale en B2B, très souvent, c'est compliqué d'avoir une discussion basée sur une vente de valeur, une approche conseil, en fusionnant le premier appel et en même temps une découverte. Parce que vous-même, vous n'êtes pas dans la même énergie. L'énergie de la prospection, ce n'est pas l'énergie de la qualification. Et la capacité à converser réellement de manière structurée avec un prospect, ça passe nécessairement par une phase de cadrage. Et donc, il se trouve que la configuration du R0 n'est pas la configuration du rendez-vous de qualification. Ce n'est pas les mêmes timings, ce n'est pas les mêmes typologies de questions, ce n'est pas le même état d'esprit. Être interrompu, le risque en fait quand on interrompt quelqu'un et qu'en même temps il dit mais écoutez, je suis disponible maintenant, parlons-en, c'est qu'en fait, il va rapidement être dans une position de dire oui ou non, ça m'intéresse. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, et c'est vraiment important, c'est de, et chaque cas est ensuite à analyser, business par business, c'est de se dire, j'obtiens des rendez-vous et je ne fais qu'obtenir des rendez-vous et on va le partager tout à l'heure avec les lois sur le temps. Et ensuite, j'ai ma phase de qualification, puis phase numéro 3, j'ai ma phase de conversion, d'ancrage, de proposition. Et là, on peut évidemment multiplier tous les canaux possibles, visio, téléphone, rendez-vous physique, réunion. Il y a plein d'options possibles sur cette phase-là. Donc, premier sujet qui est important, c'est de se consacrer de manière formelle à un temps dédié qui n'est que dédié à la prise de rendez-vous téléphonique. C'est, en termes d'organisation, c'est vraiment un sujet majeur. Les questions qu'on va se poser pour construire son organisation et que ce soit fait de manière structurée et planifiée, il y a 3 questions à se poser. Quel est l'objectif en nombre de ventes? Évidemment, corrélé à votre panier moyen. Si vous avez un panier moyen à 10 000 et vous devez faire 100 000 euros de vente, il faut donc effectivement 10 ventes. Combien vous devez obtenir de ventes, alors c'est en fait de propositions auprès de vos prospects. Donc en fait, combien de propositions vous devez faire? Donc d'abord le nombre de ventes signées, ensuite combien de propositions, et enfin, pour obtenir ces propositions-là, combien de rendez-vous il faut réaliser. Et ça va permettre, dans ce canevas qu'on va voir ici, de faire ce qu'on appelle une remontée de pipeline, un plan de prospection, où vous allez pouvoir partir du nombre de contrats gagnés, puis du nombre de propositions, puis du nombre de rendez-vous de qualification découverte, et vous êtes plusieurs à en avoir parlé sur le sujet de l'identification du problème, de l'enjeu, des préoccupations, et donc combien ça génère de prise de contact. Et c'est ça qui va vous permettre, sur la base de vos taux de transformation, de déterminer votre nombre de prises de contact, et donc le temps passé en prospection, et donc de planifier cette activité de manière complète dans votre agenda des prochaines semaines. Du coup, on va faire l'exercice. Alors, je ne sais pas si on fait l'exercice maintenant. Non, on va faire l'exercice. On va faire l'exercice juste après. Alors, ce que je vous propose, c'est on va faire l'exercice maintenant. On va faire l'exercice maintenant, c'est-à-dire que dans le chat, on va, vous allez nous partager ce que ça donnerait chez vous avec 3 chiffres, les nombres de contrats, le nombre de propositions et du coup le nombre de rendez-vous à obtenir. Alors du coup, je vais revenir sur slide, pardon, je me suis trompé, je vais revenir sur le slide 7. Donc en fait, à gauche, le nombre de contrats à gagner pour vous, le nombre de propositions à remettre et combien vous devez faire de rendez-vous. Donc ça fait 3 chiffres. On vous laisse les écrire dans le chat à côté. Et puis, alors effectivement, on va avoir plusieurs cas.
Il faut faire des hypothèses, Jacques. Et de toute façon, on les fait en permanence, ces hypothèses. Et il faut dans ce cas-là faire différents scénarios, un scénario ambitieux, un scénario médian et puis un scénario plus faible. Du coup, en chat, je vous laisse chacun partager 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est combien vous voulez gagner de clients. Derrière, combien de propositions. Et donc derrière, combien de R1 à obtenir. Et comme ça, on va voir un peu comment, voilà, votre objectif de vente, nombre de propositions et nombre de rendez-vous nécessaires. Ça va être intéressant de partager un peu les ratios. Et du coup, pendant ce temps-là, pendant que vous réfléchissez et que vous essayez de voir, évidemment, votre ratio de conversion, c'est un multiplicateur. Je m'explique, si vous faites 10 propositions, que vous en gagnez 5, votre multiplicateur entre les contrats et les propositions, c'est x2. C'est-à-dire que si vous voulez 5 clients et que vous avez 50% de taux de succès, votre multiplicateur, c'est x2. Donc, ça veut dire c'est 10 propositions. Si vous remettez une proposition à un tiers de vos rendez-vous 1, votre multiplicateur, du coup, c'est x3. Oui, alors on peut tout mettre sur 12 mois, effectivement. Ouda demande, ouais, on peut tout mettre sur 12 mois. Donc, du coup, je vous laisse faire un peu votre... ça, c'est hyper important, et c'est pour ça qu'on prend du temps, parce qu'on pourrait se dire c'est juste un outil. D'ailleurs, vous pourrez le télécharger. Mais bon, Théo va vous dire plein de trucs après. Je lui laisserai la main. Oui, le plan de prospection il est déjà disponible au téléchargement. Là, il y a un bouton qui apparaît donc, dans votre barre de chat. Vous pouvez télécharger donc, directement ce plan de prospection. Ouais, super. Super. Et donc, effectivement, c'est important qu'on partage là-dessus parce que on voit très souvent, quand il faut faire l'exercice le lundi matin pour le prochain trimestre, de se dire c'est quoi mon organisation. Très souvent, on a tendance à le faire un peu rapidement. Et en fait, le fait de vraiment se poser pour aussi voir ces taux de transformation à chaque étape de vente, ça permet de mieux planifier son effort, de mieux l'organiser. Donc, on a Dominique qui nous dit 5, 15, 50, 100. OK, donc pour 5 clients, il faut 15 propositions, il faut 50 rendez-vous de découverte et il faut 100 prises de contact. Ticia nous dit pour une vente, il faut 80 prospects. Donc 80 prospects qui vont donner 5 rendez-vous et ces 5 rendez-vous vont donner une marge, une vente. Marwen dit, donc du coup, il a un tiers en taux de conversion. Kevin nous dit, pour 3 ventes, je vais avoir besoin de 170 prospects. Donc les 170 prospects vont générer 6 rendez-vous. On voit bien, hein, c'est hyper intéressant de voir les écarts. On a sur quelques exemples, c'est intéressant de voir les écarts entre d'une part chaque typologie d'offre, typologie de clientèle, montant moyen de l'offre, durée du cycle de vente. Est-ce que c'est une commodité? Est-ce que c'est quelque chose de très matériel ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose une prestation de service pure? On a Jérôme qui nous dit pour une vente il me faut 3 démos, il me faut 10 rendez-vous, il me faudra 20 prospects. Hyper intéressant. Super intéressant. Sophie, 5 ventes, il faudra 15 propositions, il faudra 5 rendez-vous par mois. Ouais. Philippe qui nous disait 50 clients, il faut 200 prospects, il faut 40 terrains par mois. OK. 3 clients, 6 propositions, 9 rendez-vous. Bon, on a l'impression qu'il y a souvent un ratio de x2 ou x3 qui s'opère. Hein. Et évidemment, ce qui est toujours intéressant, c'est à l'intérieur de toutes ces phases, comment est-ce qu'on peut augmenter idéalement son taux de conversion? Parce qu'évidemment, plus on va augmenter le taux de conversion entre chaque phase et plus on sera économe de nos efforts. 3, 10, 30, 80. Erwan, 30, 40, 50, 1200. C'est intéressant. Je suis assez... alors, c'est vrai que vu d'expérience, je trouve que les ratios qui sont partagés sont plutôt assez favorables. Bonne nouvelle, hein, tant mieux. Mais c'est vrai que nous, là, d'expérience, alors c'est là où c'est intéressant parce que les marchés sont sûrement différents, sont évidemment différents les uns des autres.
Mais généralement, l'intensité sur toute la chaîne est quand même en général un peu plus élevée que les taux de transfo qu'on a là. Donc c'est intéressant et il y a peut-être des éléments sûrement explicatifs des écarts. En tout cas, ça vaut le coup et pour vous, c'est intéressant que vous puissiez vous comparer entre les autres, hein, même si vous n'avez pas toutes les informations sur leur business, leur offre. Mais en tout cas, ça permet toujours de se benchmarker, toujours de se dire, tiens, finalement, qu'est-ce qui est faisable quand on voit que pour, par exemple, Yann, pour avoir 3 clients, il faut 12 prospects. Ça fait un ratio d'1/4, c'est vraiment plutôt un bon ratio, hein, puisqu'il a sur 6 propositions, il en signe 1 sur 2, et sur 9 rendez-vous, il en a les 2/3 qui acceptent une proposition, et sur les 12 prospects, il y en a à nouveau les 3/4 qui acceptent un rendez-vous. Donc c'est plutôt des très très bons taux de transfo, et donc c'est inspirant parce que évidemment pour tous les autres modèles, ça permet de se dire on peut pas forcément faire copier-coller sur chaque modèle, loin de là. Mais par contre, ça permet quand même d'avoir un peu des comparaisons. Et c'était aussi le but de l'exercice. Et Jacques, du coup, un scénario en phase de démarrage qui pourrait se dire, si je veux 10 ventes, il me faut 20 propositions. Et pour pouvoir remettre 20 propositions, il faudrait que je fasse 100 rendez-vous. Ou que je prenne, ou que j'approche 100 personnes pour obtenir un rendez-vous. Ok, super intéressant. Du coup, Théo, je te laisse la main parce que je crois que tu as des choses à nous dire et on vous avait dit en première partie qu'il y avait, on vous avait concocté quelque chose. Je te laisse la main. Exactement. Donc, ce canvas, ce plan de prospection est notamment disponible dans notre masterclass prospection. Je vous mets le lien dans la barre de chat. Donc, notre masterclass prospection, c'est notre module de e-learning, de formation qui est 100% en ligne et qui est dédié à la prospection. Donc, voilà, c'est un module de 10 chapitres avec en plus des bonus pour aborder tous les points nécessaires pour votre prospection. Et puis notamment des points qu'on n'a pas pu aborder lors de notre programme prospection, notamment sur le traitement des biais cognitifs, le traitement des résistances et comment générer l'intérêt de vos prospects. Donc voilà, c'est vraiment des modules qui sont construits avec des vidéos interactives, des quiz, des challenges, des outils à utiliser, à télécharger. Voilà, c'est un module qu'on a construit avec notre équipe donc de digital learning chez Questio. Et donc, pour vous, pour les participants du webinaire, on vous propose cette masterclass prospection avec une réduction de 100 euros. De base, elle est à 390 euros et on vous la propose jusqu'à demain, vendredi, pour le prix de 290 euros, donc avec une réduction de 100 euros. Et aussi en bonus, pour les 10 premiers inscrits, il y aura une session collective avec Dominique pour que vous puissiez échanger plus en détail sur tous vos échanges, toutes les choses que vous avez pu remarquer lors de ce programme de webinar et puis de cette masterclass prospection. Et voilà, échanger ça en live avec Dominique et puis avec les autres participants. Donc, en fait, il y a un lien, c'est ça? Tu as fait un lien sur une landing Exactement. page, c'est ça? Ok, génial. Bon, ça, vous verrez tout à l'heure. Du coup, j'espère que je suis impatient de savoir qui seront les 10 premiers pour qu'on aille vraiment encore beaucoup plus loin avec la masterclass et ensuite dans un atelier live où on pourra vraiment aller chercher du benchmark, de la veille et le partage de bonnes pratiques. L'idée, évidemment, hein, c'est que quand on fonctionne avec ce type de masterclass, c'est que, en gros, en 1, 2 ou 3 ventes, vous remboursez votre mise de fonds. On est en train de parler de 290 euros avec la promo, donc profitez-en. Les gens, ils adorent. C'est vraiment complémentaire de tout ce qu'on a fait et vous en aurez vraiment pour votre argent parce que c'est très puissant, c'est très dynamique, très interactif. Ça vous permet de découper sur quelques semaines votre travail et de passer vraiment en mode ceinture noire sur la prospection téléphonique et donc de gagner du temps à en passer moins sur la partie la plus ingrate qu'est le fameux phoning. Donc j'espère vous voir nombreux et je serai très heureux d'animer l'atelier live avec vous qui sera d'ici fin mars. Du coup, ce template-là, effectivement, il est complément de ce qu'on vient de voir, hein. Nombre d'objectifs de vente, nombre de propositions, nombre de rendez-vous, nombre d'appels à faire. Et donc, je vais vous partager un truc hyper important qui sont les lois de la temporalité. Et en fait, elles sont clés et en général, on les applique plutôt en management. Mais en fait, elles sont très puissantes quand on parle d'organisation commerciale parce qu'elles déterminent vraiment comment
l'humain fonctionne et comment, évidemment, en termes de prospection, tout le monde se lie contre nous pour qu'on ne fasse pas de prospection et qu'on reporte cette activité considérée par beaucoup comme parfois un peu ingrate ou en tout cas un peu désagréable. Alors, il y a plusieurs lois. En fait, déjà, la loi de Parkinson, c'est que du coup, plus on a du temps pour réaliser quelque chose et plus cette chose prend du temps. Donc, la bonne pratique là-dessus, c'est de se dire, si j'ai décidé de passer 1 heure pour faire mon fichier, j'ai mis une activité dans mon agenda qui est d'1 heure. Et donc, j'ai forcément fini au bout de 60 minutes. Parce que si on fixe pas de temps associé, il est certain que vous allez y passer 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Et puis, avec les réseaux sociaux, on est sur LinkedIn, on surfe d'une page à l'autre, on va sur une page web, on va voir le profil de quelqu'un, on remonte sur quelqu'un d'autre. En fait, le temps passe. Et donc, du coup, ça prend toujours plus de temps. Donc, une bonne mécanique, un bon tips avec la loi de Parkinson, c'est de fonctionner dans un temps planifié à l'avance, avec un temps défini, où on se dit, dans 1 heure, dans 2 heures, dans le temps nécessaire, je passe à autre chose et je fais autre chose. La loi de Murphy, elle est intéressante. C'est que la loi de Murphy, vous savez, c'est la loi de l'emmerdement maximum. L'idée, c'est que ça se passe jamais comme prévu et que de toute façon, il y a toujours des situations qui vont se produire qu'on n'avait pas imaginées. Et donc, il faut arriver sur cette loi-là à considérer ce qui se passe pas comme prévu, c'est la 4e minute de votre session de phoning. Et puis là, quelqu'un qui vous dit vous me dérangez, c'est absolument insupportable. Comment est-ce que vous avez eu mon numéro c'est un scandale. Vous me dérangez en pleine réunion extrêmement importante. J'attendais un appel. Vous me sortez de vos bases. Je veux plus jamais entendre parler de votre société. Ça arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver qu'on prospecte. En tout cas, je suis certain qu'autour de la table, il y en a qui l'ont vécu. En tout cas, c'est fait partie de la vraie vie. Et clairement, là, c'est de se dire, effectivement, c'était pas prévu. On n'avait pas imaginé ça. Et donc, il faut continuer à garder le mental, à garder le fait de célébrer ce qui arrive de positif. Et puis de se dire, je décide de ma propre réalité. Et donc, dans la minute qui suit, je me reconditionne pour être positif sur l'activité que je suis en train de mener, parce qu'on sait qu'on fait de la prospection, on est simplement en train de semer pour prendre ses prochaines commandes. La loi de Illich, elle est très simple, c'est que quand on fait trop longtemps quelque chose, l'efficacité décroît. Donc en fait, il faut faire des pauses. Et donc ça sert à rien. Moi, j'entends parfois des patrons, patronnes de vente qui me disent, moi, mes commerciaux, ils font 4 heures de prospection d'affilée. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas une activité aussi difficile. On peut pas la faire 4 heures d'affilée. Il faut forcément varier les temps. Et donc, c'est extrêmement important de se dire, je fais une pause toutes les heures de 10 minutes. Je fais une pause toutes les heures et demie. Chacun s'organise. Mais effectivement, hyper important de retenir qu'on peut pas faire ça d'affilée. La loi de Carlson, elle nous dit quoi? Elle nous dit que, par contre, à l'opposé de la loi d'Illich, c'est que si on fait trop de choses de manière fractionnée, on dit aujourd'hui que le temps de concentration d'une personne dans une entreprise, c'est environ 1 minute 40. Pourquoi? Parce que il y a les réseaux sociaux, il y a les emails, il y a les notifications, il y a les notifications sur le téléphone, les notifications sur les fils de discussion, les notifications sur l'ordinateur. On a les collègues qui passent, on a des choses qui se passent de partout. Et en fait, on est interrompu en permanence. Et en fait, la loi de Carson nous dit simplement, si vous faites les choses en une seule fois, ça prend beaucoup moins de temps que de le faire en plusieurs fois. Donc ça, c'est pour dire que dans la planification de la prospection, il faut, et vous allez voir juste après dans l'agenda que je vais vous proposer, il faut avoir des temps qui soient dédiés et planifiés à l'avance. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous dit cette loi? C'est que le premier jour du mois, il faut tout de suite commencer par planifier vos temps de prospection corrélés avec le nombre de rendez-vous à prendre, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, il faut tout de suite positionner dans votre mois, de manière récurrente, les temps où vous allez appeler. Alors, on demande souvent les meilleurs horaires. C'est vrai que le lundi, les gens sont beaucoup en réunion. Sur des niveaux C-level, de 9h à 11h le matin, les gens sont très souvent en réunion. Ce qui ressort, nous, des statistiques qu'on a, c'est que la prospection, elle a des meilleurs résultats de 9h de 11h à midi et généralement de 16h à 19h. Parce que là, il y a un petit peu moins de réunions,
Donc, il y a un peu plus de capacité à augmenter la joignabilité. Et donc, ce qui est important sur la loi de Carson, c'est pas de se dire, tiens, je vais faire de la prospection quand j'ai le temps, parce que quand la prospection, on la fait quand on a le temps, ça devient la variable d'ajustement de tout le reste. Et donc, il faut absolument la planifier pour un temps dédié, se dire, je fais 2 heures, j'aurai 15 minutes de pause au milieu, 10 minutes de pause, et c'est planifié tous les mardis, tous les jeudis, par exemple, de 16h30 à 18h30. Et évidemment, semaine après semaine, la loi des grands nombres aidant, mais évidemment, vous allez d'une part installer une routine, vous allez pouvoir avoir un volume dédié et qui va vous permettre d'être certain que vous faites bien votre activité de prospection et pas de manière trop fractionnée. La loi de Fraisse, elle est intéressante. Pourquoi ? 1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure. Donc, on peut bien se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire. En fait, les neuroscientifiques nous le disent, c'est que, et on le vit tous au quotidien, c'est que quand on fait quelque chose d'agréable, on voit pas le temps passer. Et puis, quand on fait quelque chose de pénible, ça nous paraît extrêmement long. Et donc, du coup, qu'est-ce que naturellement on a tendance à faire en premier quand on arrive au bureau, quand on se remet à travailler? C'est à faire les choses qui nous plaisent. La difficulté, c'est que les choses qui nous plaisent sont pas forcément les choses les plus utiles pour notre activité. Les choses qui nous plaisent, ça peut être de se dire, tiens, je vais aller lire un peu le LinkedIn. Tiens, je vais faire mes propositions. Tiens, je vais voir pour rappeler mes clients fidèles qui acceptent toujours que j'aille les visiter. Tiens, je vais m'occuper de tel projet transverse qui est hyper sympa et que j'adore. Tiens, je vais m'occuper un petit peu de refaire mon site web, de refaire ma plaquette marketing, de refaire un emailing. Et en fait, on fait toutes les choses qui nous plaisent le plus. Et évidemment, les activités un peu plus ingrates, on a tendance à les reporter ou en tout cas à essayer de les ignorer aussi longtemps que possible. Donc la loi de Fraisse, quand on l'utilise dans les ventes et dans la prospection, ça nous permet de se dire qu'il faut qu'on démarre par les activités les plus importantes, qui peuvent effectivement parfois, c'est comme ça, sont pas forcément les plus agréables, et donc de se dire je planifie, et donc c'est le complément de la loi de Carson, c'est que ça nous permet de s'assurer qu'on planifie aussi bien les activités qui nous plaisent pas que les activités qui nous plaisent, parce que sinon on aura tendance à évidemment aller vers ce qui nous plaît en premier, et c'est bien naturel. Et puis enfin, la loi de Pareto, c'est que 20% de nos activités, vous connaissez tous la loi de Pareto, 20%, les 20-80, les fameux 20-80, 20% des activités génèrent 80% des résultats. Et donc évidemment, il faut à un moment aussi arriver à faire des choix pour se dire que dans tout ce que vous allez faire, il y a des choses qui vont vraiment créer de la valeur et d'autres qui vont peut-être simplement se perdre dans le volume global d'activité. Et donc, c'est important de reprendre vos activités, de débriefer de votre performance, de ce que vous avez réussi et de se dire, en fait, sur quoi est-ce que je veux vraiment m'investir, qu'est-ce qui crée vraiment de la valeur pour mon activité de prospection. Et donc, de se redire, il y a quand même un moment, un tiercé de tête de vos activités qui ont vraiment un impact réel sur votre performance. Alors, ce que je vous propose, c'est en chat, simplement de dire la loi qui vous plaît le plus, celle qui vous marque le plus et que vous avez envie de mettre en œuvre. Et puis en parallèle, je vous présente un slide d'organisation. Je vous les laisse juste à l'écran encore quelques instants. Loi de Parkinson, loi de Murphy, loi d'Illich, loi de Carson, loi de Fraisse et loi de Pareto. Quelle est celle qui vous intéresse le plus ou en tout cas qui vous fait le plus bouger dans vos pratiques et qui permet de vous aider dans la prospection. 16h30 à 18h30, oui, Jacques, effectivement, c'est des horaires à privilégier. Alors, ça dépend évidemment de votre persona. Si c'est des profils de type dans l'organisation d'une entreprise, nous, on va considérer qu'il y a les personnes en situation de gouvernance, les personnes en situation de management et les opérationnels. Les opérationnels vont plutôt être sur des horaires 9h, 18h, 18h30. Ils sont généralement un peu mobilisés en réunion, mais ils ont une joignabilité qui est plus élevée. Donc, en général, hormis le lundi, qui est toujours une journée un peu difficile pour tout le monde, on va considérer que les opérationnels, en général, la joignabilité est plus élevée. Donc, on peut les appeler, on va dire, dans les horaires classiques de bureau. Sur le niveau management,
tout le management intermédiaire, tous les responsables d'équipe. La journée du lundi n'est pas idéale. Il y a beaucoup de réunions internes, transverses, avec la gouvernance ou avec les opérationnels qui souvent ont lieu le matin entre 9h et 11h. Donc c'est vrai que c'est un horaire qui souvent fonctionne un peu moins et on a tendance à voir qu'il y a une meilleure joignabilité entre 11h et midi et en fin d'après-midi. Et ensuite, sur vraiment le niveau gouvernance, direction générale, tout ce qu'on appelle classiquement C-level, c'est vrai que en général, plus on se rapproche de 18h, 19h, plus on a un niveau de joignabilité qui est élevé, parce que leur agenda interne s'est fortement allégé. Et donc, du coup, ça répond beaucoup mieux. Et il y a également, on a des bons retours sur le vendredi matin, sur des niveaux assez élevés dans l'organisation, parce que parfois, ils vont être en télétravail. Parfois, la fin de semaine, bah, c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins sollicités. Et donc, ça peut être des créneaux où la joignabilité, c'est-à-dire le fait qu'ils décrochent le téléphone, soit plus élevé et donc améliore les statistiques d'appel et de performance, parce que le but évidemment c'est pas de faire des numéros, c'est pas de composer des numéros, c'est de faire en sorte qu'ils décrochent. Donc les appeler au bon moment va évidemment avoir un impact sur votre capacité à obtenir des rendez-vous. Du coup, dans les lois qui ressortent, et puis je partage en même temps le prochain écran, Pareto, je crois que c'est indéniablement un bon levier, parce que comme on manque tous de temps, c'est un bon moyen de pouvoir se dire comment est-ce que j'organise mon temps. Et puis effectivement ensuite les autres lois sont intéressantes, loi de Fraisse, Carson, Pareto. Et du coup là, ce que vous avez à l'écran, ben, en fait c'est typiquement un agenda où on a une planification des différentes activités et on voit bien là qu'on a essayé de tenir compte. Et nous, on a beaucoup étudié le niveau de performance. En fait, on a étudié avec nos experts la corrélation entre le niveau de performance et le niveau d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui corrèlent le niveau de connaissance de l'offre, le niveau de connaissance des techniques de vente, en disant ben voilà, si vous êtes meilleur sur telle technique de vente, vous serez meilleur. Et évidemment, ça a un impact sur les ventes, hein, bien sûr. Mais on a aussi beaucoup analysé pour comprendre comment fonctionnaient les meilleurs vendeurs, la corrélation entre leur niveau d'organisation. Et alors je vais faire le lien, hein, mais il y a un replay de ce webinaire qui est en ligne, qui a été animé par Laurence sur le disque. Et donc, si on prend les commerciaux bien organisés, ils vont évidemment avoir pas mal de couleurs bleues. Le C de control. Et donc, effectivement, on se rend compte que il y a une surreprésentation des profils bleus, ce qui n'exclut pas d'avoir plusieurs couleurs, vous le savez. Le disque, c'est surtout pas une seule couleur. Il y a une surreprésentation des profils bleus dans les commerciaux qui surperforment, parce que en fait, ils sont extrêmement organisés, c'est-à-dire qu'ils sont dans ce qu'on appelle des notions de planning, d'agenda choisi versus agenda subi. L'agenda subi, c'est quand c'est l'extérieur qui détermine votre organisation du temps. Les appels entrants, les demandes internes, toutes les personnes qui, en fait, au moment où ils vous font une demande, sont en train de remplir leurs propres objectifs. On peut le formuler de cette manière-là. Je vous laisserai méditer là-dessus. À chaque fois que vous décidez vous-même de déterminer comment vous allez utiliser votre temps, ce qui évidemment n'exclut pas d'être réceptif aux demandes, mais être réceptif à une demande et savoir à quel moment on va la réaliser, c'est complètement différent. Un collègue vient vous voir, votre manager vient vous voir et vous pose une question très puissante, c'est de dire, est-ce que c'est urgent? Si la personne vous dit non, c'est pas urgent, et après il faut le faire intelligemment, ça peut être de dire, bah, écoute, là je suis en train de finir une tâche qui est importante jusqu'à midi. Ce que je te propose, c'est que je passe te voir tout à l'heure vers 14h. Est-ce que c'est possible pour toi? Et là, on applique une des lois sur le fractionnement, hein, justement, et le fait de passer du temps subi au temps choisi, le gros avantage, c'est que vous allez devenir le premier garant que votre temps est bien corrélé avec vos objectifs. À chaque fois que votre temps est déterminé, et je vous laisse réagir en chat là-dessus si ça résonne pour certains, à chaque fois que vous laissez votre temps hebdomadaire déterminé par des éléments entrants, vous vous éloignez de votre capacité à faire vos objectifs. C'est la capacité, par exemple, à prioriser les demandes de ses clients en fonction de leur potentiel. Tous les clients sont importants, mais il se trouve quand même
qu'il y a des clients qui ont plus de potentiel que d'autres. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas de potentiel, on lui répond dans 3 semaines, parce que le sens client et le sens des affaires et la confiance, la fiabilité sont majeurs. Mais ça veut bien dire qu'à un moment, on répond peut-être pas avec la même rapidité, dans un cadre qu'on peut définir, qui est de se dire je réponds en 2 jours à tous mes clients, mais peut-être que je peux répondre en une demi-heure à quelqu'un qui a un potentiel commercial très élevé ou un historique de vente très élevé, et puis je peux répondre dans un temps planifié. Par exemple, je peux me dire tous mes appels des 48 dernières heures, je les traite tous les 2 jours entre 17h et 18h30 de manière planifiée, plutôt que de le faire en fractionné. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, on voit une corrélation directe entre le niveau de performance et la capacité à planifier. Et évidemment, pour reprendre, je vois que Théo, tu as mis le lien vers le disque, ceux qui ont une couleur bleue plus affirmée ont évidemment une capacité de planification évidemment beaucoup plus forte. Donc, s'il y en a qui veulent partager autour de l'usage des couleurs dans la vente, n'hésitez pas en chat de commenter ça. Donc, on a fini notre webinaire sur l'organisation et en tout cas notre troisième partie sur l'organisation. Il est 45, donc on a encore 2-3 minutes pour prendre les questions qui sont ouvertes. L'organisation, c'est vrai que c'est un peu difficile à mettre en œuvre parce que très souvent, c'est un peu moins matériel. Et qu'en fonction de son tempérament, en fonction de son appétence, en fonction des choses qu'on aime, et c'est vrai que culturellement, on a souvent l'image que la fonction commerciale par rapport à d'autres fonctions, la production, les fonctions RH, les fonctions finance, comme il y a des délais, des contraintes très fortes de l'environnement, c'est des populations de l'entreprise qui sont très à l'aise avec la notion de planification. La fonction commerciale, on l'embrasse aussi très souvent parce qu'on veut être un peu libre. On veut pouvoir organiser son temps comme on l'aime. On veut pouvoir voilà, décider de comment est-ce qu'on fait. La réalité, c'est que très souvent, moi, j'ai beaucoup de commerciaux qui me disent en fait, j'ai perdu la maîtrise de mon temps. Ma réalité hebdomadaire, c'est que je suis tout le temps en réactif. J'ai des demandes dans tous les sens. De mes patrons qui m'en demandent toujours plus ou qui me demandent chaque semaine une nouvelle campagne, une nouvelle opération commerciale. Et du coup, j'arrive pas à hiérarchiser mes priorités. Et vous avez tous parlé de Pareto. Et donc, moi, j'ai beaucoup de commerciaux qui nous disent, en fait, on a perdu le contrôle de notre temps et on n'arrive pas. On est des bons vendeurs, on a une grosse énergie, on a une grosse niaque, et on n'arrive pas à redéfinir, à reprendre le contrôle, à reprendre le drive de notre organisation, de nos priorités, des clients qu'on veut vraiment voir, des produits qu'on veut vraiment pousser. Donc ça, là-dessus, l'organisation, c'est un peu parfois le parent pauvre. Alors j'espère du coup vous avoir partagé des clés concrètes. Savoir manager son patron, c'est hyper important pour ceux qui ont un chef des ventes, un directeur des ventes, un dirigeant qui effectivement auprès de qui il travaille pour les ventes. Ben, arriver à construire l'usage de son temps interne est aussi important que la capacité à construire l'usage de son temps externe. Donc là-dessus, voilà, il y avait aujourd'hui quelques clés sur lesquelles vous avez pas mal à mon avis, de questions à vous poser, pas mal de questions à vous poser pour justement vous dire qu'est-ce que je pourrais modifier qui est entre mes mains et qui aurait un impact direct sur ma performance. Il y a des questions, c'est ça, Théo? Oui, on a une première question de Jérôme concernant le profil disque qui nous demande s'il permet véritablement de traiter les objections, les réponses aux objections, ou alors c'est uniquement réservé aux ventes complexes et longues. En fait, je ne sais pas si on peut se dire qu'il y aurait une différence, et la question est bonne, hein, elle est très intéressante, entre des ventes complexes et des ventes plus courtes. Ce qui est certain, effectivement, de mon expérience, c'est que la capacité à mieux comprendre les ressorts, les stimuli, les modalités de fonctionnement de ces interlocuteurs, ben, ça permet de mieux s'adapter. Quand on a un profil qui tire plutôt sur le rouge, ça sert à rien de leur faire la démonstration des 43 fonctionnalités de la démo et d'outils ou du produit que vous commercialisez. Si au contraire, on a quelqu'un qui est jaune, à nouveau, ça sert pas forcément à grand-chose de lui présenter dans le menu détail toutes les fonctionnalités. Par contre, ça peut être peut-être plus intéressant d'échanger sur comment est-ce que lui va pouvoir, en interne, mieux valoriser cette innovation, cet achat au sein de son entreprise.
Donc du coup, le sujet du disque, ça va vraiment permettre de mieux synchroniser avec la manière dont fonctionne la personne qu'on a en face de nous. Et que ce soit une vente courte, dans laquelle on a finalement assez peu de temps pour convaincre, pour connecter, pour créer du lien, ou que ce soit une vente un peu plus longue, multi-interlocuteur, plus on va comprendre les couleurs, les motivations de ces interlocuteurs, et plus on va être capable aussi de s'adapter. Quand on a dans une phase de soutenance une direction des achats qui vont plus tirer vers le bleu, peut-être une direction des ventes qui va peut-être plus tirer sur du jaune-rouge, et on n'est pas dans des images d'Épinal. Hein. On a tous plusieurs couleurs et il n'y a pas de photo définitive. Peut-être des profils service client qui vont être évidemment beaucoup dans le jaune dans la relation. Ben, en fonction des différentes personnes, il faudra être capable d'adapter son discours pour que dans les phases de soutenance, de pitch, on ait le plus d'impact possible. On avait aussi une question de Ouda qui nous demandait comment pouvoir gérer la prospection lorsque ce n'est pas notre tâche principale. Comment fait-on pour gérer la prospection lorsque ce n'est pas notre tâche principale? Et il faut la planifier, Ouda. Ouda, c'est une super question et vous avez fait 50% du chemin. Il faut la planifier en se disant combien de temps je dois y passer par mois. 5 heures, 10 heures. En moyenne, hein, on bosse 170 heures par mois, 35 x 4. Alors souvent les commerciaux, ils sont cadres et ils bossent plus. Et puis après, ça donne un cadre. Donc si on se dit qu'on a 160, 170 heures par mois et qu'on se dit qu'il faut prospecter 20 heures par mois, mon meilleur conseil, Ouda, c'est de planifier absolument vos 10 heures, vos 20 heures, le temps nécessaire avec la remontée de pipeline qu'on a fait tout à l'heure, pour que ça, ce soit en fait la première activité qui soit positionnée en début de mois dans votre agenda. Ça, c'est le meilleur moyen pour que votre capacité à poser les premiers contacts se traduise dans quelques mois par des ventes. À chaque fois qu'on reporte la prospection, en fait, de manière très concrète, hein, même si c'est dans plusieurs mois et qu'on n'en a pas forcément conscience immédiatement, ce qui est certain, c'est que quand vous reportez une journée de prospection, en fait, vous reportez d'autant votre délai de prise de commande. Je crois qu'on a. Merci Charlène pour le retour, super, génial. On va reprendre ça avec notre service marketing et Théo va prendre le point. Donc merci beaucoup pour ce sujet-là. Quelle est la meilleure journée de la semaine pour prospecter, nous demande Olivier. Alors, le lundi, c'est sûrement pas une bonne journée. Le mercredi est un jour qui parfois peut être off. Donc, ce qu'on observe, c'est que mardi, jeudi sont des très bonnes journées. Vendredi matin marche pas mal. Et puis après, du coup, le sujet des horaires qu'on a vu tout à l'heure, qui sont plutôt des tranches horaires idéales en fonction des 3 niveaux qu'on a dans l'entreprise, entre la gouvernance, le management et les opérationnels. Il faut jouer et puis ensuite le meilleur moyen c'est de tester de manière très simple, de se dire si on essaye de se construire une expérience sur le sujet, sur son persona, c'est de se dire je vais positionner 5 sessions d'1 heure à différents moments et puis je vais essayer d'en déduire statistiquement à quel moment j'ai eu la meilleure joignabilité. Et en général, au bout de 5-10 heures de pratique, puis il y a de plusieurs personnes, effectivement, ça permet de se dire quelles sont les heures qui sont les plus propices pour joindre ces prospects. Merci à tous. Merci à vous. C'était génial de vous avoir sur ces 3 sessions. Je pense qu'on a eu beaucoup de monde. On a eu à un moment plus de 200 personnes qui nous ont rejoints. Donc c'était absolument génial et c'est super de voir que c'est un sujet qui passionne autant de monde. Bravo à tous ceux qui prospectent. Moi, déjà, j'aime encore le faire pour ma propre entreprise parce qu'en fait, prospecter, c'est sûrement un des plus beaux métiers. Et si on n'a personne qui prospecte, on n'a pas de commande au final. Hein, donc, faut rester très pragmatique et très humble vis-à-vis de ça. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous pour vos remarques, vos questions. C'était génial de voir l'engagement qu'il y a eu pendant cette trilogie prospection. Et puis, on vous retrouve très bientôt. J'espère qu'on vous retrouvera nombreux dans la masterclass et puis dans le live que j'animerai à la fin du mois de mars. En tout cas, continuez à échanger avec nous. On a pas mal de connexions LinkedIn. On adore vos messages privés, vos messages d'encouragement et puis vous répondre sur les problèmes que vous rencontrez. Donc, continuez à converser dans d'autres canaux. Et puis, à tout bientôt et très bonne vente à tous.
Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Merci à vous.